La biographie de saint Charles de Foucault, l'explorateur du Maroc, suite. L'argent reçu, Foucault, avec le Hadj Bourim, repart de Mogador pour Tissint le 14 mars 1884 par une route différente de celle qu'il a parcourue à l'aller. Parvenu à l'Oued Souss, au sud d'Agadir, il suit à quelque distance la rive droite du fleuve. Citation. Je le verrai toute la journée serpentant au milieu des tamaris, entouré de cultures avec de grands oliviers ombrageant son cours et deux rangées de villages échelonnés sur ses rives. Le fleuve, avec sa bordure de champs, d'arbres et d'habitations, forme une large bande verte se déroulant au milieu de la plaine, 10 mètres au-dessous du niveau général. Un talus à pente de 50% relie la dépression au sol environnant. Je marche au nord du talus dans la plaine du Souss. C'est une surface immense, unie comme une glace, au sol de terre rouge sans une pierre. Elle s'étend entre le Grand et le Petit Atlas. Sa largeur est ici de 40 kilomètres. La vallée du Souss demeurera la même durant les 3 jours que je vais la remonter, pleine d'une fertilité merveilleuse, enfermée entre deux longues chaînes, dont l'une moins élevée et à crête uniforme borde au sud de l'horizon d'une ligne brune, tandis que l'autre, s'élançant dans les nuages, élève à pic au-dessus de la campagne ses massifs gigantesques aux flancs bleuâtres, aux cimes blanches. Le 31 mars, le voyageur était de retour dans la région de Tissint où le rabbin Mardoché l'attendait. Il ne se dirigea pas immédiatement au nord-est, personne ne voulut accepter de l'accompagner dans la contrée où il chercha d'abord à entrer. Force lui fut de repasser par Tasnacht. Nous savons désormais quelle était la manière de voyager de Charles de Foucault, l'endurance et le courage qu'il montra, et de quel bel esprit de savant et de poète il fit preuve en écrivant ses souvenirs. Il ne me reste donc qu'à relever quelques noms sur cette route de retour qui fut rapidement parcourue. De Tasnacht, il se rend à Mesguita, puis au Dadès, puis à Ksabi ash-Sharfa. En route, il est retenu 2 jours par de grandes pluies. Le 8 mai, il passe à Gué la Mloéya, le plus large courant d'eau semble-t-il qu'il ait traversé, puisque la reconnaissance au Maroc note ici 35 mètres de large, 1,20 m de profondeur. Les dernières étapes le conduisent à Debdou, premier point faisant un commerce régulier avec l'Algérie. Le voyageur n'a plus un centime. Heureusement, il se trouve à 4 journées de marche seulement de Lala Marnia. Il vend ses mules, se procure ainsi de quoi en louer d'autres, et parti d'Oujda à 7 heures du matin le 23 mai, arrive en terre française à 10 heures, et bientôt après à Lala Marnia, où il quitte Mardoché. À la suite de la reconnaissance au Maroc, Charles de Foucault a rédigé, avec cet esprit méthodique si remarquable déjà dans le récit même du voyage, une seconde partie qu'il intitule « Renseignements ». Dans cette partie toute scientifique sont rassemblés des détails que le voyageur a pu observer ou recueillir sur les rivières et leurs affluents, les tribus et leurs divisions, le nombre de fusils et de chevaux dont elles disposent, les routes, celles qu'il a suivies et celles dont on lui a parlé, avec l'indication de la durée des étapes. Sorte de guide que les chefs de nos troupes opérantes au Maroc ont consulté et consultent encore aujourd'hui. Vers la fin se trouve un appendice sur les Israélites au Maroc, études sociales et statistiques. Puis la liste des observations astronomiques faites au cours du voyage, le tableau des latitudes et longitudes, les observations météorologiques et un index des noms géographiques contenus dans le volume et dans l'atlas. Un an après le retour de Charles de Foucault, en terre française, le 24 avril 1885, on lisait à la Société de géographie de Paris un rapport de Duveyrier sur la reconnaissance au Maroc dont il avait étudié le manuscrit. Citation.
En 11 mois, du 20 juin 1883 au 23 mai 1884, un seul homme, le vicomte de Foucault, a doublé pour le moins la longueur des itinéraires soigneusement levés au Maroc. Il a repris en les perfectionnant 689 km des travaux de ses devanciers et il y a ajouté 2250 km nouveaux. Pour ce qui est de la géographie astronomique, il a déterminé 45 longitudes et 40 latitudes. Et là où nous ne possédions que des altitudes se chiffrant par quelques centaines, il nous en apporte 3000. C'est vraiment, vous le comprenez, une ère nouvelle qui s'ouvre, grâce à M. de Foucault, et on ne sait ce qu'il faut le plus admirer, ou de ses résultats si beaux et si utiles, ou du dévouement, du courage et de l'abnégation ascétique, grâce auxquels ce jeune officier français les a obtenus. Duveyrier indique ensuite quelles sont les parties du voyage qui peuvent justement porter le nom de découverte. Elles sont nombreuses et importantes. Il établit que les observations du vicomte de Foucault ont corrigé d'1 degré plein vers l'ouest le tracé d'une partie du cours du Dra, telle qu'elle est portée sur la carte du docteur allemand Rolfs. Enfin, il annonçait en terminant son rapport que la Société de géographie attribuait la première de ses médailles d'or au jeune explorateur. Tel que nous l'avons raconté en abrégé, le voyage a pu paraître relativement facile. En réalité, il a présenté toutes sortes de difficultés et de dangers. Bien que sur ce dernier point, Charles de Foucault ait été très sobre de détails et qu'assurément, il ait omis d'autres fois et volontairement beaucoup d'incidents inquiétants qui ont arrêté ou précipité sa marche, on peut aisément, en parcourant la reconnaissance au Maroc, relever de nombreuses occasions où l'énergie, l'endurance, l'habileté de l'officier français ont été mises à l'épreuve. Par exemple, le 26 octobre 1883, le chef d'une caravane rencontrée en chemin propose aux gens de l'escorte de piller de concert le voyageur et de partager le butin. Le 7 avril 1884, l'hôte de Charles de Foucault lui déclare qu'il le reçoit volontiers sur la recommandation d'un ami, mais que si lui, Abdallah ou ses fils avaient découvert dans la campagne ce juif accompagné d'une si faible escorte, il l'aurait indubitablement pillé. Le 12 mai, le voyageur qui prenait des notes et marchait à la tête de la caravane est tout à coup tiré en arrière et jeté à bas de sa monture par 2 de ses guides qui le volent de son argent et de tous les objets qui leur parurent avoir une valeur. Bien plus, pendant 1 jour et demi, ces voleurs pressèrent le 3e guide de les laisser tuer Charles de Foucault, qui ne perdait pas un mot de leur conversation. Il faut ajouter à l'honneur de Mardochée que le rabbin ce jour-là se porta au secours de son compagnon, mais il fut vite écarté. Ces quelques traits, d'autres que j'ai cités, d'autres qu'on peut deviner entre les lignes, mais surtout sa ténacité à poursuivre sa route malgré des obstacles de toute nature, son refus d'interrompre le voyage à Mogador et de revenir en France directement, sa patience devant l'injure, sa fidélité à prendre quotidiennement en marche ou au repos, toujours au péril de sa vie, des notes et des croquis, la promptitude à discerner les dispositions secrètes d'esprits si différents du sien, une telle puissance de volonté dans la solitude morale, un régime si austère, un travail si soutenu, révèlent chez ce jeune homme une maîtrise de soi que le passé n'annonçait guère. Lui-même, il l'a reconnu plus tard et il l'a dit que les 8 mois de campagne contre Bou Hamama l'avaient bien changé. La grande exploration du Maroc l'aura changé encore plus profondément, ainsi qu'on le verra bientôt. Ce qu'il faut dire en achevant ce chapitre, c'est que jamais Charles de Foucault n'oubliera le Maroc. Une seule fois, il semblera tout près d'y rentrer. Il se réjouira dans son cœur à la pensée de parcourir librement ce pays où la France est enfin venue, et avec elle une espérance de relèvement, de justice, d'amitié pour le peuple, assis à l'ombre de la mort.
Bientôt le projet de mission qu'il n'avait ni inspiré ni hâté sera abandonné et tombera parmi les bonnes intentions politiques qui n'ont point trouvé d'hommes forts pour les défendre. Mais toute sa vie, l'officier, devenu prêtre, demeurera à la disposition du Maroc. Il s'établira en 1901 presque à la frontière de cet État. Il notera sur ses carnets avec un bonheur qu'on devine les visites de Marocains qu'il a reçus. Dans ses conversations, dans ses lettres, surtout dans sa prière, où les infortunes de tant de nations trouveront place, il ne cessera de nommer le Maroc. Il se sentira, pour les tribus qu'il a visitées, pour le connu et l'inconnu de cette terre de sa jeunesse, une amitié renouvelée et grandissante. Car ce n'est plus seulement le géographe, l'artiste aux yeux clairs, le Français, toujours songeant à la vocation de la France, qui aimera l'empire du Maghreb. Ce sera le prêtre ému d'une compassion fraternelle et qui écrira un soir de décembre « Je pense tant au Maroc depuis quelque temps, à ce Maroc où 10 millions d'habitants n'ont ni un prêtre ni un autel, où la nuit de Noël se passera sans messe et sans prière. »